Alors, dans l'esprit récent de conclure certaines séries que j'avais laissées un peu en suspens il y a des années, il est maintenant temps de passer à la troisième partie du développement des porte-avions, le porte-avions de flotte pendant la Seconde Guerre mondiale, 1939-1945. Comme pour les vidéos précédentes, même si je comprends si vous ne les avez pas vues, il est important de noter que nous allons suivre le développement du porte-avions de flotte sous ses différentes formes. Et donc, les porte-avions d'escorte auront besoin de leur propre vidéo à un moment donné. Et comme la plupart des porte-avions légers ou porte-avions de flotte légers étaient des conversions, la plupart d'entre eux ne seront pas abordés ici. Donc, pour les besoins de cette série, nous définissons généralement un porte-avions de flotte comme ayant dû être conçu comme un porte-avions depuis la quille. Dans cette partie de la série, nous abordons la Seconde Guerre mondiale. Nous avons en grande partie dépassé l'époque des grandes conversions, sauf lorsqu'un pays tente pour la première fois de construire un porte-avions, où cela reste acceptable. Le porte-avions doit également être capable d'atteindre environ 30 nœuds ou plus, sauf s'il y a une raison vraiment valable pour ne pas le faire. Et ils doivent être conçus pour transporter au moins 36 avions, c'est-à-dire au moins 3 escadrons. Donc, à partir de cela, vous en déduirez que quelque chose comme la classe HEO est grande, mais les conversions ne seront pas prises en compte. Et de même, Shinano est une conversion, Seydlitz est une conversion, et ils n'ont pas non plus la taille d'un porte-avions de flotte complet. Jetons un rapide coup d'œil au Graf Zeppelin et aux 2 premières tentatives italiennes, bien que la question de savoir si Impero allait réellement être converti ou non soit un sujet pour une autre vidéo. Et de la même manière que pour la série sur le développement des destroyers, puisque cela concerne leur histoire et leur développement, et non pas vraiment leur bilan au combat, nous n'aborderons pas vraiment le bilan au combat de ces navires, sauf si cela concerne directement un point particulier de leur conception. Pour commencer, nous avons les Allemands. La planification allemande pour un porte-avions remonte en fait assez loin. Dès le début des années 1930, il existait un désir d'avoir un porte-avions. Quand la marine a d'abord voulu se libérer des restrictions du traité de Versailles, cependant, en raison de ce traité, l'Allemagne n'avait en fait construit aucun porte-avions, ni avant ni pendant la Première Guerre mondiale. En partie à cause du confinement stratégique de la flotte de haute mer et durant la Première Guerre mondiale, en raison d'une forte dépendance aux Zeppelins. Et puisque l'aviation militaire dans son ensemble avait été interdite par le traité de Versailles, construire un porte-avions aurait de toute façon été un peu inutile dans les années 1920. Cela signifiait que lorsque l'amiral Reda a finalement réussi à faire approuver un porte-avions dans le cadre de sa vision pour un programme de flotte future au milieu des années 1930, la Kriegsmarine ne pouvait vraiment se fier qu'à des idées générales de ce qu'était un porte-avions combiné aux visites de leurs attachés navals sur les porte-avions d'autres nations. L'objectif initial était de concevoir un navire pour des opérations en mer du Nord et Baltique. Ainsi, le premier croquis réalisé concernait un navire d'environ 10 000 tonnes, pouvant opérer entre 25 et 30 avions, mais à mesure que les plans de guerre navale s'étendaient envers l'Atlantique, en se concentrant d'abord sur la marine nationale, les ambitions concernant les porte-avions ont également grandi. Un porte-avions capable d'opérer dans l'Atlantique devrait être plus grand, non seulement pour qu'il puisse bien tenir la mer, mais aussi pour qu'il ait suffisamment de carburant afin d'avoir l'autonomie nécessaire. Il opérerait également entièrement hors de portée des avions basés à terre. Le concept précédent avait envisagé que le porte-avions serait soutenu par des avions d'attaque à long rayon d'action basés à terre. Cela lui donnerait plutôt un rôle d'escorte et de défense de la flotte. Principalement chargé de chasseurs, le nouveau navire devrait également assurer des missions de frappe lourdes ainsi que des rôles de reconnaissance et de couverture de chasseurs. Ainsi, la nouvelle conception qui a été esquissée a augmenté le tonnage à 15 000 tonnes et prévoyait la construction de 3 navires afin qu'au moins un soit toujours opérationnel. C'est à ce moment-là qu'a été formulée la demande pour une importante batterie secondaire. Elle serait dotée de canons jusqu'à 150 mm selon les restrictions des traités navals de Washington et de Londres sur les porte-avions. Et cette demande était principalement fondée sur le principe que la Kriegsmarine serait probablement plus petite que toute autre marine contre laquelle elle combattrait, et que par conséquent, chaque navire devait être capable de remplir plusieurs rôles. Dans ce cas précis, cela signifiait que le porte-avions, qui pourrait avoir peu ou pas d'escorte, devrait être capable de se défendre lui-même.
Ou, alternativement, ils devaient être capables d'attaquer la navigation commerciale avec ces canons si la météo ou d'autres restrictions rendaient l'utilisation des avions impossible à ce moment-là, ou simplement pour achever les navires que les avions avaient déjà endommagés. Entre-temps, les Allemands s'assuraient que leur nouvelle vague d'attachés navals obtenait autant d'informations que possible lors de conversations informelles et de visites de navires, pendant qu'ils faisaient le tour des porte-avions existants dans d'autres marines. Des échanges techniques avec la marine impériale japonaise, après quelques obstacles, apportèrent des informations détaillées et des visites à bord du porte-avions Akagi. À ce stade, les Allemands essayaient encore de respecter l'accord naval anglo-allemand. Ainsi, ils basaient leur tonnage total de porte-avions sur un pourcentage de ce qu'ils pensaient être le tonnage des porte-avions britanniques. Mais il s'est avéré qu'ils avaient surestimé le déplacement des différents navires britanniques. Ainsi, pensant qu'ils avaient 45 000 tonnes, et donc 3 porte-avions de 15 000 tonnes, ils se sont rendus compte que leur pourcentage alloué était en réalité un peu plus de 38 000 tonnes. Il était clair que 3 porte-avions rapides pouvaient traverser l'Atlantique répartis entre eux. Ce tonnage, qui aurait fait que chaque porte-avions aurait déplacé un peu plus de 12 000 tonnes, était pratiquement impossible. Au lieu de cela, ils ont de nouveau changé de plan avec une paire de porte-avions déplaçant un peu plus de 19 000 tonnes. Blindage, vitesse et puissance de feu ont été renforcés par rapport au modèle de 15 000 tonnes pour compenser. Le groupe aérien, grâce à un navire plus grand, compterait désormais de 45 à 50 avions, et c'est à ce stade, dans la quête continue de plus de puissance de feu, que les canons lourds ont été déplacés de leur position initiale dans des tourelles sur le pont d'envol vers des casemates dans la coque, bien que les sources soient partagées quant à savoir si le doublement des canons à ce stade était dû à un désir de plus de puissance de feu. Contrairement aux tourelles, les casemates ne pouvaient en tirer que d'un côté. Selon certaines sources, une confusion serait survenue après l'ordre de doubler les casemates par rapport aux tourelles, en passant de tourelles doubles à des casemates simples, tout en recevant des instructions séparées pour augmenter la puissance de feu. En décidant de doubler nombre et calibre des casemates, cela a mené à une batterie secondaire très lourde. Ce concept général devait servir de base au Lützugträger R, ou porte-avions A. Celui-ci fut mis en chantier sur la cale qui venait tout juste d'être libérée par la coque du cuirassé Gneisenau. L'augmentation de la puissance de feu et de la protection avait réduit le groupe aérien à environ 40 appareils, mais la vitesse devait toujours avoisiner les 35 nœuds. Le déplacement standard, cependant, avait légèrement augmenté et le déplacement à pleine charge projeté devait finalement atteindre environ 34 000 tonnes. Mais divers manques, comme les matériaux, la main-d'œuvre et des éléments essentiels tels que les machines, allaient entraver le processus de construction, entraînant retard sur retard sur retard, et donc l'annulation finale. Le démantèlement sur la cale des rares matériaux réunis pour le second porte-avions, Flugzeugtrasch B, n'a pas aidé. Certains retards venaient simplement du manque d'expérience des chantiers navals allemands dans la construction de porte-avions. Contrairement aux navires de guerre plus classiques à canon, la priorité a également été donnée au niveau de l'État à d'autres navires qui pouvaient être achevés beaucoup plus rapidement. En plus des problèmes réels de construction navale, il y avait aussi des difficultés à réunir un groupe aérien. Le problème du groupe aérien était en partie dû au fait que Göring insistait pour que tout ce qui volait appartienne à la Luftwaffe, peu importe où cela se trouvait, et en partie à cause de la création d'un avion sur mesure. Le bombardier-torpilleur Fiat 167 combiné à la conversion des chasseurs Bayerische Flugzeugwerk 109 et des bombardiers en piqué Junkers 87 a également subi des retards. Parce que leur développement était en quelque sorte lié à l'état de service prévu du navire qui ne cessait d'être repoussé. Mais pour le Fiat 167, cela signifiait déplacer le personnel vers et depuis le projet à mesure que les nouveaux délais s'étendaient progressivement dans le futur. La société Fiesler avait aussi d'autres travaux à réaliser rapidement. Des problèmes similaires touchaient aussi les usines Messerschmitt et Junker, aggravés chez eux par les retards. Des progrès étaient aussi notés dans le sous-type d'avion destiné aux forces terrestres, à partir duquel devait théoriquement découler la version navale. Par exemple, lorsque les premières commandes sont arrivées pour développer le Bayerische Flugzeugwerk,
109T, la version embarquée, le Bayerische Flugzeugwerk 109B était la version la plus récente. À ce moment-là, les travaux sur le porte-avions, qui s'appelait désormais Graf Zeppelin, furent finalement arrêtés en 1940. Le 109 en était arrivé aux modèles E3 et E4, et le programme de développement avait donc utilisé plusieurs modèles progressifs différents du 109 pour tester l'équipement spécifique au porte-avions. Chaque aurait des niveaux de performance légèrement différents. Un autre problème était la prise de conscience croissante que des Bayerische Flugzeugwerk 109 et Junkers 87 adaptés et entièrement chargés ne pourraient réellement décoller qu'avec l'assistance d'une catapulte. Mais les réserves d'air pour ces catapultes ne pourraient en réalité pas lancer la moitié des avions présents sur le navire auparavant. Elles nécessitaient un cycle de recharge assez long, ce qui a quelque peu freiné le développement de ces avions. Presque immédiatement après, les travaux ont cependant été interrompus. Des opérations aéronavales ont visé des navires dans des ports tels que Tarrant et Pearl Harbor, ainsi que des frappes de porte-avions en mer. Comme l'attaque contre le Bismarck, ce qui a poussé les Allemands à tenter de reprendre les travaux sur le navire en 1942. Cela impliquait aussi de créer de nouveaux avions, car les anciens étaient jugés obsolètes et envoyés contre les Russes. Mais après la bataille de la mer de Barents, les travaux sur tous les navires de surface ont de nouveau été largement arrêtés en fin d'année. Pour le Graf Zeppelin, cela ne reprit jamais. Elle a été sabordée à la fin de la guerre, puis renflouée par les soviétiques, car elle n'était pas dans des eaux très profondes. Finalement, elle a servi de cible à la marine soviétique quelques années plus tard, dans leurs efforts continus pour comprendre comment couler des porte-avions, ce qui, au début de la guerre froide, les intéressait énormément. Ensuite, les Italiens, de façon similaire à la Kriegsmarine, depuis les années 1920, les officiers supérieurs de la Regia Marina débattaient de l'utilité des porte-avions. Leur principal rival naval était alors la France, et beaucoup pensaient que les ressources limitées de l'Italie serviraient mieux à construire des navires de guerre traditionnels. La France étant proche des bases aériennes italiennes du Nord-Ouest, on pensait que la Regia Aeronautica pourrait frapper tout site important en cas de guerre, même en mer, et leurs bombardiers existants, ainsi que ceux prévus, semblaient avoir une portée appropriée. Cependant, un ravitailleur d'hydravions a été converti à partir d'un navire marchand, à la fois pour les essais généraux des avions en mer et aussi pour soutenir les avions installés sur les croiseurs et cuirassés de la flotte. Ainsi, les projets italiens de porte-avions ont généralement été mis en attente pendant la majeure partie de l'entre-deux-guerres, au profit de l'utilisation des ressources pour la modernisation des anciens cuirassés des classes Cavour et Duilio, ainsi que pour la construction des nouveaux littoriaux. Mais au moment où l'Italie est pleinement entrée dans la Seconde Guerre mondiale, il était assez clair que la France n'allait plus être impliquée dans ce conflit très longtemps. La Regia Marina devait désormais redouter la Royal Navy, qui disposait de ses propres porte-avions, pour défendre sa flotte contre les bombardiers de la Regia Aeronautica, probablement sans escorte. Mais la Royal Navy était également basée à Gibraltar et à Alexandrie, des endroits considérablement plus éloignés que ce que pouvaient atteindre tous les avions de la Regia Aeronautica, à l'exception des plus grands et donc des moins précis. Cela, bien sûr, a suscité un regain d'intérêt pour les porte-avions au sein de la Regia Marina, un intérêt qui s'est naturellement accru lorsque les Britanniques les ont utilisés, mais un de leurs porte-avions a servi à attaquer la flotte italienne à Tarrant, endommageant plusieurs cuirassés. Quelques plans avaient été élaborés pour la conversion du paquebot Roma en une sorte de porte-avions de soutien, mais ces événements ont conduit à affiner ce projet en une conversion complète en porte-avions de flotte. Malheureusement, la relation entre la Regia Marina et la Regia Aeronautica était à peu près aussi conflictuelle que celle entre la Kriegsmarine et la Luftwaffe. Et la Regia Aeronautica a d'abord insisté sur le fait qu'il n'y avait aucun avion dans son inventaire adapté aux opérations sur porte-avions, et de plus qu'il n'y en aurait pas avant un certain temps. Mais ensuite, la bataille de Matapan a eu lieu, et la Regia Marina s'en est servie pour le souligner. S'ils avaient eu un porte-avions, ils auraient pu repousser les bombardiers torpilleurs britanniques, responsables de la perte de 3 coûteux croiseurs lourds. De plus, cela leur a permis de souligner que la Regia Aeronautica avait eu autant de succès à protéger la flotte que les chaînes de pizza rapides à s'installer en Italie. Mussolini s'est alors tourné vers la Regia Aeronautica,
exigeant qu'elle fournisse des avions pour le porte-avions. Sinon, et donc les travaux ont repris. Étant donné le peu de temps dont il disposait pour mettre le navire en service, la Regia Marina a décidé de reprendre le projet de conversion du Roma de 1936 et d'essayer de faire le moins de modifications possible. Ayant profité de la pause relativement brève imposée par la Regia Aeronautica pour affiner quelque peu le projet, ils ont aussi rapidement envoyé certains de leurs officiers dans le nord pour observer ce que la Kriegsmarine avait fait du Graf Zeppelin. Et s'ils pouvaient en tirer quelque chose... Alors que la Regia Aeronautica commençait une formation accélérée sur les avions à ailes repliables, ils ont fait une suggestion en attendant. Le RE 2000 était peut-être un avion de remplacement approprié, puisqu'il existait déjà une version navale lancée par catapulte utilisée sur les navires de guerre italiens. Mais bien que des groupes aériens prévus aient été établis, le RE 2000 fut rapidement abandonné car le RE 2001 fut bientôt jugé adapté aussi bien aux opérations à aile fixe qu'à une éventuelle version à aile repliable par la suite. Comme le titre l'indique, c'était un chasseur un peu plus avancé. Il avait également l'avantage de pouvoir être utilisé comme torpilleur avec relativement peu de modifications. Si un petit parc de pont était utilisé et quelques avions suspendus au plafond du hangar, jusqu'à 51 RE 2001 pouvaient être embarqués, voire plus avec la version à aile repliable, qui réduirait l'espace occupé sur le pont. Cependant, puisqu'il y avait déjà un cuirassé nommé Roma sur le point d'entrer en service, le paquebot Roma a été renommé Aquila ou Aigle. Le navire nécessitait des machines neuves, car en tant que paquebot, il atteignait 20 nœuds, alors que la Regia Marina en voulait 30. Ils ont ainsi récupéré la machinerie de 2 croiseurs légers, Capitani Romani, annulés à cet effet. La coque a été élargie pour renforcer la stabilité due au surpoids en hauteur et intégrer des protections anti-torpilles. Un peu plus de 3 pouces de blindage ont été installés sur les soutes à munitions et les réservoirs de carburant. L'armement défensif comprenait 8 canons simples de 6 pouces, remplacés plus tard par 8 canons de 5,3 pouces, montés par paire sur des sponsons de coque. Un mélange de canons anti-aériens de 88 mètres ou 90 mètres selon la source et de canons de 37 mètres, du moins d'après les propositions initiales. Mais en cours de conversion, ce plan a été remplacé par un autre qui prévoyait 12 canons simples de 65 mm montés sur des sponsons. Et ensuite, pas moins de 132 canons automatiques Breda de 20 mm installés à peu près partout où l'on pouvait trouver de la place, dans une série d'affûts sextuples plutôt intéressants. L'îlot s'est continuellement agrandi au fur et à mesure que diverses révisions mineures de la conception étaient apportées. Et dans sa forme finale, il comprenait un grand nombre de canons anti-aériens légers ainsi qu'un premier ensemble radar italien. Mais ensuite, les choses ont commencé à stagner, car, indépendamment du fait que les travaux sur Aquila ralentissaient déjà en raison d'un manque de main-d'œuvre qualifiée, une autre conversion, le Spaviero, a été lancée. Et bien sûr, cela signifiait que la petite main-d'œuvre disponible devait être répartie entre les deux navires, et la date d'achèvement estimée pour Aquila est passée d'octobre 1942 à juillet 1943. En novembre 1942, elle a été partiellement endommagée par des bombardements et déplacée vers un port supposé plus sûr. Au même moment, l'opération Torch a forcé une réorientation des ressources de la Regia Marina d'un rôle offensif vers une proposition quelque peu plus défensive. Ainsi, en juin 1943, seuls certains des systèmes du navire avaient été testés et les essais en mer ont de nouveau été repoussés, cette fois à septembre. Fin juin, presque tous les travaux ont cessé pour rediriger la main-d'œuvre vers la construction de sous-marins et d'escorteurs pour des missions à plus courte portée. En août, bien que la coque et la machinerie soient presque terminées, l'équipement de vol et les batteries anti-aériennes étaient toujours introuvables et relativement peu d'avions avaient été convertis pour l'utilisation. L'armistice italien de septembre 1943 a mis fin à tout travail marginal restant. Le navire a vite été pillé par les Allemands pour son équipement, après quoi elle s'est révélée être une sorte d'anomalie puisqu'elle a été prise pour cible par des nageurs de combat italiens, des bombardiers alliés et des troupes allemandes, tous dans divers efforts pour la couler pour une raison ou une autre. Mais tous ces efforts ont échoué et elle a été reprise en 1945
avec guère plus à montrer pour les 2 dernières années d'abandon relatif qu'une légère gîte sur tribord due à de petites infiltrations d'eau, et bien sûr le pillage que les Allemands avaient effectué. Elle a été déplacée dans une partie tranquille du port de Gênes pendant un certain temps. Le nouveau gouvernement italien a envisagé de poursuivre sa conversion, mais a finalement choisi de la démolir au début des années 1950. Maintenant, l'autre tentative sérieuse de porte-avions italien que nous avons déjà mentionné brièvement, le Spaviero, elle était en fait une quasi-sœur du paquebot Roma au début, et les travaux sur elle commenceraient seulement quelques mois après ceux de l'Aquila. Au début, il avait été proposé qu'elle s'appelle le Falco, mais cela a rapidement été changé en Spaviero avant la fin de l'année. Sa conversion était prévue, en raison du début plus tardif, pour être bien plus austère et, théoriquement, elle aurait donc dû être achevée encore plus rapidement que l'Aquila. À l'origine nommée Augustus, sa poupe a été en grande partie laissée en place, et donc le pont d'envol, contrairement à celui de l'Aquila, n'aurait pas été de pleine longueur. La centrale diesel, qui la limitait à environ 20 nœuds, a également été conservée et simplement canalisée de chaque côté du navire. Et avec un seul hangar, son groupe aérien aurait été réduit à une trentaine d'appareils au mieux contre le double hangar de l'Aquila. Mais à part la réduction de la superstructure du paquebot, pratiquement rien d'autre n'avait été fait auparavant. L'Italie s'est retirée de la guerre et est tombée aux mains des Allemands, contrairement à l'Aquila. Elle a été coulée par les Allemands à la fin de 1944 dans une tentative de bloquer l'accès au port de Gênes, mais ce n'était pas une tentative particulièrement réussie. Heureusement pour tous les concernés, cela nous amène aux Japonais. Ici, nous allons examiner les 2 porte-avions de flotte qu'ils ont construits, ainsi qu'une série de conceptions générales. Ils n'ont pas vraiment réussi à terminer en premier. Nous avons Taiho. Le Japon souhaitait d'abord une version modifiée de la classe Shikaku, son nouveau standard d'excellence pour les porte-avions. Mais leur doctrine et leur conception ont rapidement évolué à la fin des années 1930 et au début des années 1940. En partie, cela résultait d'une série de jeux de guerre japonais, tout comme pour les marines américaines et britanniques. Les Japonais ont conclu qu'il y avait une probabilité relativement élevée qu'une attaque qui trouvait un porte-avions puisse toucher le porte-avions et, au mieux, le mettre hors d'état de nuire, au pire, le couler. Mais, comme la Royal Navy, ils en ont donc conclu que la meilleure façon de faire face à cette attaque inévitable serait de s'en protéger par le blindage, plutôt que de disperser la flotte, ce qui était l'approche américaine. Mais contrairement aux Britanniques, les Japonais avaient également abandonné toute prétention de respecter les restrictions des traités. Contrairement à la classe Illustrious qui a privilégié la protection au détriment du groupe aérien, les Japonais ont décidé qu'ils pouvaient construire un navire fortement protégé et qui serait tout de même capable d'embarquer un important groupe de frappe. Ils auraient pu construire un immense navire. Avec l'arrivée des nouveaux avions embarqués, les Japonais commencèrent à s'en rendre compte. Ils avaient en réalité un avantage de portée significatif par rapport aux chiffres officiellement annoncés pour les flottes américaines et britanniques. Cela ouvrait également la perspective d'un possible changement doctrinal pour les futures opérations des porte-avions japonais, où une force de porte-avions fortement protégée pourrait former un groupe avancé capable de localiser, de fixer, puis de frapper initialement les porte-avions ennemis. Cela provoquerait bien sûr une riposte, mais cette force de porte-avions blindés serait capable de se défendre contre les contre-attaques entrantes grâce à sa patrouille aérienne de combat. Et ensuite, si une attaque survenait, si les avions survivaient à cela et au tir de la défense contre avions, ils pourraient encaisser les quelques bombes qui parviendraient à franchir ces défenses. Cela permettrait alors à l'autre moitié de la flotte de porte-avions du Japon, qui bénéficiait évidemment d'une protection un peu moindre, de rester plus en retrait, hors de portée des frappes ennemies, mais à portée de leurs propres avions. Et ensuite, en utilisant les informations du groupe avancé, ils pouvaient rassembler une force de frappe écrasante qui pouvait être lancée sans aucune entrave et qui, en théorie, arriverait au-dessus de la flotte ennemie juste au moment où celle-ci récupérait ses propres avions après des frappes sur les porte-avions japonais blindés de première ligne. Cela garantirait une destruction maximale de la flotte ennemie. Cet ensemble de changements d'exigence plutôt radical signifiait que cela prendrait 4 ans. Entre la première soumission des plans de ce qui deviendra Taiho et la pose de la quille en 1941,
avec des leçons ajoutées à la dernière minute d'après les observations sur la guerre des porte-avions au début du théâtre européen. Avec un déplacement standard juste en dessous de 30 000 tonnes, c'était un grand navire doté d'un hangar fermé, mais sans flanc blindé, ce qui était la pratique britannique. Elle n'avait qu'un pont d'envol blindé. En raison du caractère hétéroclite de sa conception, il a été décidé de ne pas la reproduire, mais de créer plusieurs successeurs avec un design modifié, un peu plus long, plus lourd et doté de plus de canons antiaériens, du moins à l'origine. Elle-même avait 2 ponts de hangar. Mais, encore une fois, l'évolution constante de la conception faisait que, une fois chargé, le pont de hangar inférieur était à peine au-dessus de la ligne de flottaison. Et cela allait être un aspect crucial de sa perte peu de temps après sa mise en service. Elle a aussi été conçue pour transporter et utiliser les avions navals japonais les plus récents. Ils étaient généralement plus grands et plus lourds que les modèles précédents, nécessitant donc des monts de charge plus puissants. Un besoin qui a été encore accru par le fait que la plupart de ces avions ne disposaient pas d'un repliage complet des ailes. Bien qu'elles doivent avoir 2 catapultes pour lancer plutôt les avions d'attaque les plus chargés, ces systèmes n'étaient finalement pas prêts à temps. Elle a donc commencé par lancer les chasseurs, puis les avions d'attaque à mesure que le pont d'envol devenait utilisable. Cependant, ils ont également expérimenté le décollage assisté par fusée, bien que cela ait eu, disons, des résultats mitigés. Malheureusement, l'un des autres compromis faits lors des révisions constantes de la conception était le placement des réservoirs d'essence d'aviation juste sous les puits d'ascenseur. Et puisque, évidemment, la position inférieure de l'ascenseur devait avoir le pont de l'ascenseur aligné avec le pont du hangar inférieur, cela signifiait que le puits dans lequel l'ascenseur se trouvait descendait sous la ligne de flottaison. Et donc, lorsqu'elle a été touchée, la combinaison des réservoirs d'essence d'aviation juste en dessous, associée à ce puits d'ascenseur bas et à la faible hauteur du hangar, signifiait que l'essence provenant des réservoirs éventrés remontait pour s'accumuler dans le puits de l'ascenseur avant, qui diffusait ensuite joyeusement des vapeurs d'essence dans tous les ponts du hangar. Même quand l'équipage faisait tout pour éliminer les vapeurs, une seule mauvaise décision sur la ventilation a suffi à transformer Taiho en une bombe fuelaire monstrueuse. L'étincelle inévitable a tout déclenché, marquant la fin du navire. Et cela laissait aussi les Japonais face à un problème. Ils possédaient ces nouveaux avions d'attaque avancés, mais aucun porte-avions avec des ascenseurs adaptés pour les accueillir. L'autre programme de porte-avions japonais ayant mené à la construction de quelques navires pendant la Seconde Guerre mondiale concernait les Unryu. Or, ceci n'était pas, comme on le prétend parfois, des conceptions d'urgence de guerre assemblées à la hâte après la bataille de Midway. En fait, la conception avait débuté avant les attaques de Pearl Harbor. Il est juste de dire que la conception a été influencée par la certitude d'une guerre imminente. La marine japonaise choisit donc de construire davantage de porte-avions rapides et faciles à remplacer, contrairement à leur modèle idéal, le Shikaku et ses dérivés. Le programme découle des 2e et 3e Vinson Act aux États-Unis, qui demanda d'abord une augmentation de 20% de la puissance de la marine américaine, puis, plus tard, le Two Ocean Navy Act. Les Japonais ont donc jugé nécessaire de réagir, sachant qu'ils devaient construire des navires rapidement. Comme mentionné, ils ont décidé de revenir sur la norme d'or Shikaku et ont plutôt choisi de développer un porte-avions basé sur la classe Hiryu qui était quelque peu plus petite. Mais il y avait une raison pour laquelle la marine japonaise avait dépassé la classe Hiryu. En premier lieu, ils s'étaient révélés en fait un peu plus compliqués et difficiles à construire que ce qui avait été initialement pensé, et avec l'arrivée en service de nouveaux avions d'attaque lourds et imposants, ils étaient en réalité relativement petits. Ainsi, en plus des travaux sur ce qui allait devenir la classe Unryu, des travaux séparés sur une toute nouvelle conception à partir de zéro ont été lancés, les Unryu étant considérés essentiellement comme une mesure provisoire. L'idée selon laquelle la classe a été assemblée à la hâte après Midway vient en partie de la bataille de Midway. Les plans initiaux et révisés du Cercle 5, qui guidait l'expansion navale japonaise, ont été bouleversés par cette bataille. Avec une série de changements effectués, l'appel initial, qui aurait été pour la construction de porte-avions dérivés du Taiho, a été modifié.
ils ont été progressivement remplacés par davantage d'Unryu et de moins en moins de Kaitaiyo, jusqu'à ce qu'il ne reste pratiquement plus que les Unryu. Mais il s'agissait d'un changement de priorité de construction, pas du développement d'un nouveau design. À ce moment-là, le programme final qui en est sorti a laissé à l'industrie japonaise l'objectif de produire 14 porte-avions supplémentaires reflétant la standardisation et des pratiques plus avancées. Avec l'arrivée de nouvelles informations, les Unryu auraient leur île à tribord. Seules les classes japonaises précédentes avaient des navires jumelés, avec un navire ayant une île à bâbord et un navire ayant une île à tribord. Du moins au début de la construction. Évidemment, les classes à navire unique comme Taiho sont exclues de cela. Cela signifiait, par exemple, qu'aucune structure de soutien inutile ne serait laissée, contrairement à Hiryu et Soryu. Pour maximiser l'espace du pont, il était demandé que l'îlot passerelle soit aussi petit que possible, avec pour seules exigences un pont de commandement basique. Des installations de contrôle des avions, un radar type 21 et des télémètres pour les canons anti-aériens. S'ils pouvaient installer des canons anti-aériens légers sur certaines des ailes, c'était bien, mais ce n'était pas particulièrement nécessaire. Il a aussi été demandé d'installer des plaques pare-balles et anti-éclat pour protéger tout le monde si la passerelle était mitraillée. La cheminée était dirigée directement vers le bas et éloignée du pont d'envol, bien que, dans un souci de compacité, une partie de cette gaine ait été intégrée à l'arrière de l'îlot. Avec l'arrivée de nouveaux avions plus grands, le nombre d'ascenseurs pour avions est passé de 3 à 2. Cependant, les deux restants ont été agrandis et renforcés pour soulever des avions plus lourds et les amener plus vite sur le pont. Cela compensait partiellement la perte de débit liée à la suppression du troisième ascenseur. Contrairement à la doctrine japonaise précédente, qui consistait à armer les avions dans le hangar avant de les amener sur le pont d'envol, les monts de charge pour les munitions étaient également prolongés jusqu'au pont d'envol. Ainsi, bien que vous puissiez armer les avions dans le hangar, vous pouviez également les monter non chargés sur le pont d'envol et les armer là-bas, ce qui accélérait encore les opérations. Partant de cette base, une série de modifications continues suivrait. Durant la finalisation de leur conception et leur construction, les navires ont subi plusieurs modifications fondées sur les retours d'expériences de guerre. Cela inclurait des améliorations comme une meilleure ventilation à la suite de la perte du Taiho, l'installation de systèmes d'extinction d'incendie à base de mousse et une réduction significative des matériaux inflammables présents à bord. Les défenses anti-torpilles ont été renforcées, tandis que le blindage a souvent diminué. Aucun porte-avions japonais n'a finalement été perdu à cause des tirs d'artillerie de surface, mais un certain nombre d'entre eux ont été soit perdus, soit gravement menacés par des torpilles lancées depuis les airs ou par des sous-marins. Mais ces changements constants de conception, ainsi que les pénuries en temps de guerre, faisaient que les spécifications exactes de chaque porte-avions de la classe Unryu étaient souvent légèrement différentes de celles du navire qui les précédait et de celles du navire qui les suivrait. Dans la construction, par exemple, ils voulaient utiliser des centrales à vapeur à haute pression, comme celles que l'on trouvait sur les classes Shikaku et Taiho, mais ils ont dû se contenter d'utiliser une centrale plus simple et légèrement moins puissante que l'on trouvait sur les Hiryu, Soryu et Magami. Cette centrale de 152 000 chevaux devait permettre au navire d'atteindre 34 nœuds, mais cette vitesse fut difficile à atteindre en temps de guerre. Ainsi, parmi d'autres navires, l'Amaji et le Kasaji seraient équipés d'un ensemble de machines un peu plus lourds qui étaient disponibles grâce à la classe Ibuki, alors en construction. Les croiseurs lourds Katsuragi et Aso ont été contraints de prendre des centrales provenant de destroyers alors en construction. Et pour l'Ikoma et les suivants, qui étaient à peu près à mi-chemin de la production, ils ont simplement décidé d'utiliser à nouveau la machinerie de style Ibuki, mais avec une pression plus basse, réduisant l'usage de matériaux stratégiques et simplifiant la disposition, ils auraient probablement dû avoir 2 cheminées séparées au lieu d'une seule regroupée. Au moment où ils sont arrivés à l'Ikoma avec Onryu, Amagi, Katsuragi, Kasagi et Aso qui l'avaient précédé, ils ont décidé que tant de changements avaient été apportés. Comparés à l'Unryu initial, à partir de l'Ikoma, ils étaient en fait classés comme une sous-classe, appelée en anglais la sous-classe Ikoma, mais en japonais on les appelait généralement soit Kai Unryu, c'est-à-dire Unryu avancé ou amélioré,
soit Kaikai Hiryu, ce qui signifie Hiryu amélioré. Cela montre que, malgré de nombreux changements, ils restaient fondamentalement les mêmes. Un design de type Hiryu. Comme les Hiryu, ils avaient une disposition similaire des canons anti-aériens de 127 mm et 25 mm et devaient aussi recevoir plusieurs lance-roquettes anti-aériens de 120 mm. Ces roquettes utilisaient une fusée à temps variable avec l'idée que lorsqu'elles atteindraient leur point de détonation, elles disperseraient des charges incendiaires et des éclats d'obus. D'une manière similaire aux obus anti-aériens type 3 utilisés sur les cuirassés japonais, et ceux-ci étaient installés dans des lanceurs en boîte de 28 cellules. Au fil de la guerre, il devint clair que ces navires ne seraient jamais prêts à temps et furent annulés. Et un certain nombre de navires en construction furent également soit annulés parce qu'ils ne seraient pas terminés à temps, soit abandonnés en cours de construction en raison de pénurie. Au final, seuls 3 Unryu furent réellement achevés, Katsuragi, Amagi et Unryu. Avec Kasagi presque achevé, Katsuragi serait utilisé comme navire de rapatriement après la guerre. Avant son démantèlement, Amagi a été coulé par des frappes aériennes au port, puis renfloué et démantelé. Unryu, lui, a été coulé par les Américains. Redfish, il s'est avéré que transporter un grand nombre de missiles kamikazes Oka ou fleurs de cerisier et prendre feu à cause de quelques torpilles américaines n'était pas une combinaison particulièrement judicieuse. Et, sans surprise, elle a explosé de façon plutôt spectaculaire. Et cela nous amène brièvement à parler des types G14 et G15. Le G14 peut être grossièrement décrit comme un super Taiho, ou plus précisément un Kai Taiho amélioré, car c'est ce que signifie Kai Taiho. Essentiellement, c'était un Taiho, mais censé pouvoir accueillir autant d'avions qu'un Chicago pouvait en supporter. Ce qui signifiait que la conception devait être agrandie pour atteindre entre 45 000 et 50 000 tonnes, ce qui la placerait en termes de taille du moins au même niveau que les porte-avions de classe Midway et Malta, conçus bien plus tard, que nous aborderons plus loin. La nature relativement sommaire de cette classe particulière peut être constatée dans les faits. On ne sait même pas avec certitude si elle aurait eu une île. Certains plans prévoyaient une île, tandis que d'autres prévoyaient principalement un pont plat avec une petite île rétractable. Pendant les périodes sans opération aérienne, le G15 est l'autre version du Kai Taiho, ou Taiho amélioré, et c'était un navire un peu moins ambitieux que le G14, ce qui, je suppose, dans une certaine mesure, en raison de sa taille, pourrait être considéré comme un super Taiho. Les G15 étaient une version modifiée et améliorée du type Taiho évoqué précédemment, avec 30 500 tonnes de déplacement standard, soit seulement 1000 de plus que le Taiho. La majeure partie du poids a en fait servi à améliorer la protection et l'armement, ainsi qu'à rendre le navire légèrement plus grand. Globalement, le groupe aérien a peu évolué, car les nouveaux avions, plus grands, se sont avérés encore plus imposants que prévu. Lorsque Taiho a été conçu, l'une des choses que la marine japonaise appréciait vraiment était que la coque, légèrement agrandie, pouvait accueillir les 16 canons anti-aériens à double usage que les Shikaku avaient embarqués. Ce qui était un point sensible, car la classe Taiho en avait beaucoup moins, seulement 12, ce qu'il considérait comme loin d'être idéal. Comme pour les Unryu, il y aurait des monte-charges à munitions jusqu'au pont d'envol et un ensemble radar de base. La bataille de Midway a condamné ces navires, leur construction étant plus longue que celle des Unryu. On a donc choisi de privilégier ces derniers. Les Japonais ont effectivement envisagé de petits porte-avions bon marché vers la fin de la guerre, qui ressemblaient davantage à la classe Independence aux États-Unis, mais très peu de travail avait été fait sur ceux-ci auparavant. Il était évident que pratiquement tout grand navire mis en chantier ne serait jamais achevé avant la fin de la guerre. La construction de porte-avions de la flotte américaine, tout comme celle de leurs destroyers, était limitée à relativement peu de classes. Dans ce cas, essentiellement une seule classe a réellement servi pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais cela ne les a pas empêchés d'en construire tellement que l'on pourrait croire qu'ils avaient construit plusieurs classes. C'est la classe Essex, vedette de la guerre des porte-avions. Le Hornet avait été commandé provisoirement, mais la marine américaine connaissait déjà bien les limites de la classe Yorktown, et ils étaient plutôt impatients de travailler sur quelque chose qui n'avait pas été conçu pour se conformer aux restrictions des traités navals de Washington et de Londres. Mais en même temps,
Lorsque les travaux sur la conception de la classe Essex ont commencé, ils savaient que des nuages de guerre s'amoncelaient, même pour les États-Unis, et donc l'Essex ne serait pas entièrement une page blanche. La conception mêlait de nouvelles idées à des concepts éprouvés issus des Yorktown, ainsi qu'à d'autres plans provenant de croquis réalisés pour des porte-avions plus grands pendant la période des traités, lorsqu'ils avaient envisagé d'avoir moins de navires, mais plus grands, au lieu de plus nombreux, mais plus petits. Et cela aboutirait à un navire globalement très performant, mais qui conservait encore quelques éléments hérités du passé qui pouvaient potentiellement être considérés comme des faiblesses. La planification initiale du porte-avions, neuf le navire qui deviendrait les United States Ship Essex, devait refléter un navire limité par le traité naval de Londres, juste un peu plus grand que le Yorktown, l'Enterprise et le Hornet. Mais très rapidement, une série de lois du Congrès a ajouté 10 porte-avions au lieu d'un seul à la liste de construction. Avant les attaques de Pearl Harbor, ils en ajouteraient 2 de plus peu après ces attaques. Et au total, la classe Essex serait autorisée pour un total de 32 navires, dont 24 seraient effectivement achevés. Avec l'effondrement final du système de traité devenant évident, la conception du porte-avions neuf s'est désormais concentrée essentiellement sur une mesure simple. Le groupe aérien standard pour lequel les Yorktown avaient été conçus, environ 90 avions avaient été retirés entre la conception, la planification et l'entrée en service des navires, car de nouveaux avions, plus grands et plus lourds, avaient été mis en service. La conception de l'Essex devait maintenir au moins ce groupe idéal de 90 avions, voire plus, mais elle devait être conçue avec une grande marge de manœuvre, de sorte que les 90 à 100 avions puissent être pris en charge avec les avions de la génération actuelle, ceux de la génération suivante prévue, et peut-être même ceux de la génération d'après. Il était clairement impossible de faire cela avec les 20 000 tonnes initialement allouées, et ainsi toute la conception a commencé à croître assez rapidement. Bien qu'en même temps, comme ces appareils étaient nécessaires en grand nombre, certaines mesures d'économie d'espace ont été prises, même si le déplacement augmentait. Par exemple, sur les Yorktown, il y avait des canons de 5 pouces sur les galeries bâbord et tribord, ceux-ci empiétaient sur le pont d'envol. Alors qu'il n'y avait pas grand-chose à faire avec les canons du côté bâbord, ceux du côté tribord ont été déplacés vers des affûts doubles à chaque extrémité de l'îlot. Cela prenait de la place sur le pont dans ces zones et, par conséquent, l'îlot a été légèrement réduit en taille. Mais dans l'ensemble, comme les découpes de la galerie tribord ont été comblées, l'impact global sur l'espace du pont a en fait été favorable. La réduction de la taille de l'îlot a entraîné le déplacement de la salle de briefing des pilotes et des salles de préparation vers une galerie surplombant le pont du hangar sous le pont d'envol. Et au final, les installations déplacées prenaient tellement de place que la capacité de stocker des avions, ou du moins des pièces détachées pour avions dans le plafond du hangar, comme cela se faisait sur les anciens porte-avions américains, était quelque peu réduite. En revanche, les soutes à munitions et le stockage d'essence d'aviation dans le navire ont été nettement agrandis. On partait d'une spécification de 200 000 gallons et on finissait avec une capacité comprise entre 230 000 et 240 000 gallons pour un Essex de base. Lorsque la conception a été finalisée, 3 ascenseurs étaient inclus pour les avions, 2 sur l'axe central et 1 sur le bord du pont bâbord, ce qui améliorait la rapidité avec laquelle les avions pouvaient être amenés pour les opérations ou redescendus et rangés ensuite. Tout cela a porté le déplacement à un peu plus de 27 000 tonnes en standard au moment où la commande a effectivement été passée pour le porte-avions neuf. Plusieurs modifications proposées, dont la propulsion turboélectrique, ont été rejetées lors des discussions internes, car cela alourdirait et occuperait plus d'espace, réduisant la capacité d'aviation, d'essence et de munitions, ainsi qu'un double hangar comme sur l'Ark Royal britannique. Cela a été rejeté au motif que l'on pourrait répondre aux exigences du groupe aérien avec un navire plus court, ce qui signifierait alors moins d'espace pour les machines et les soutes. Ou alors, vous conserviez la longueur ou vous construisiez un navire encore plus long, ce qui aboutirait à un excès d'espace de hangar et donc à un volume gaspillé. Mais on pensait aussi, avec une certaine justesse, qu'avoir un double hangar sans rendre le navire complètement instable impliquerait que chaque hangar devrait avoir un plafond plus bas.
et cela aurait compromis la capacité d'adaptation future souhaitée pour la classe. Bien qu'ironiquement, les dimensions physiques du groupe aérien prévu en stockage étaient basées sur les spécifications de taille et de poids de 3 modèles. Un pour un chasseur, un pour un bombardier en piqué et un pour un bombardier torpilleur. Et il s'est avéré qu'aucun de ces avions n'est réellement entré en service. À la place, vous avez eu des appareils comme l'Avenger et le Helldiver aux dimensions et poids légèrement différents. Mais voilà, la tour de commandement sur les Yorktown a été supprimée pour économiser du poids. Mais l'exigence de pouvoir naviguer à grande vitesse en marche arrière, ce qui permettrait des opérations aériennes au cas où une extrémité ou l'autre du porte-avions serait endommagée, a de nouveau ajouté du poids. Un domaine qui a suscité énormément de débats, c'était le blindage. Il subsistait une exigence héritée des exercices de l'entre-deux-guerres, selon laquelle le navire devait être blindé contre les tirs de canon de croiseurs de 6 pouces. Cela consommait un tonnage considérable et signifiait que le système de défense contre les torpilles ne pouvait être que légèrement amélioré par rapport au Yorktown. La marine américaine voulait que ses porte-avions aient une défense anti-torpille aussi avancée que celle des cuirassés. Un aspect de ce débat était en réalité un désaccord intense sur la question d'armer ou non le pont d'envol. Plusieurs capitaines de porte-avions américains soutenaient cette option, mais elle fut rejetée au profit du blindage au niveau du pont du hangar, un étage en dessous. Cela a été fait pour 2 raisons principales, toutes 2 liées à la protection contre les tirs d'artillerie de surface. Le blindage de ceinture de 4 pouces d'épaisseur avait déjà trop alourdi le navire. Cela avait été alloué à la protection afin de permettre un pont d'envol capable de résister même à des bombes de 500 livres. Deuxièmement, le blindage du pont du hangar, car ils envisageaient alors un pont d'envol et un pont de hangar blindé. Le blindage du pont du hangar ne pouvait pas être déplacé vers le pont d'envol. Ce pont blindé, protégeant les parties vitales du navire des tirs de but, devait donc être situé au-dessus du blindage de ceinture. S'il était élevé, le blindage de ceinture devrait couvrir presque tout le flanc du navire au-dessus de la ligne de flottaison. Sinon, un obus pourrait pénétrer par le flanc du hangar qui ne serait pas blindé, puis traverser les différents ponts non protégés pour atteindre les machines et les soutes à munitions. Et comme il n'y avait clairement plus de déplacement disponible dans la conception pour blinder le pont d'envol et tout le flanc du navire, il aurait ensuite fallu gérer la baisse de ventilation du hangar due à la fermeture des flancs. Il a donc été décidé d'abandonner complètement cette idée. En théorie, il y avait effectivement du poids disponible dans la quantité allouée à la protection, installer un pont blindé de 3,5 à 4 pouces sur le pont d'envol, mais seulement si le blindage ailleurs sur le navire était limité à une protection contre explosion et éclat, pas contre des obus de calibre croiseur, cette protection étant jugée inamovible. Toute l'idée a dû être abandonnée. Le problème de la centrale a été résolu en doublant la machinerie des croiseurs Atlanta avec quelques modifications mineures. Et, ainsi, cela donnait un très bon équilibre entre la vitesse et l'utilisation de l'espace, la classe Essex étant capable d'atteindre 33 à 34 nœuds dans des conditions confortables. Après avoir résolu d'autres désaccords, tels que l'emplacement et l'épaisseur du blindage du pont du hangar, la quille du premier navire a été posée, bien sûr, pendant le déroulement de la Seconde Guerre mondiale, des radars supplémentaires et plus avancés, des canons anti-aériens supplémentaires et diverses autres caractéristiques allaient être ajoutées. Le déplacement standard à l'achèvement dépasserait ainsi 30 000 tonnes pour la plupart des navires de la classe Essex. Une partie de cela provenait de l'allongement de la proue au-dessus de la ligne de flottaison, ce qui permettait l'installation de plus de canons anti-aériens à l'avant, sans compromettre massivement la longueur du pont d'envol. D'autres améliorations incluraient davantage d'équipements de contrôle des avaries, notamment portatifs et de meilleure qualité, ainsi que d'autres caractéristiques de sécurité. Cela a été partiellement compensé par la suppression d'une catapulte du pont du hangar qui lançait les avions sur le côté du navire. L'ajout d'une seconde catapulte sur le pont d'envol a annulé l'économie de poids, mais le gain d'espace a été apprécié en fin de guerre. Des mesures ont aussi permis de supprimer un long conduit de ventilation qui traversait presque tout le navire. Divers incidents, dont celui du Franklin, ont montré qu'avoir un seul long passage d'air était idéal pour la ventilation en temps de paix.
C'était aussi un moyen efficace de diffuser beaucoup de fumée et de gaz toxiques dans le navire, en cas d'incendie majeur près d'une prise d'air, bien qu'ils aient été construits avec certaines restrictions de taille en raison de la largeur des écluses du canal de Panama et du temps limité entre leur autorisation et la pose de leurs quilles. Et quelques éléments de conception obsolètes, comme le blindage anti-croiseur, les navires, en général, se sont révélés, comme les Fletcher, capables d'accueillir de nombreuses modernisations, ainsi qu'un nombre accru de batteries de canons anti-aériens. Non seulement pendant la guerre, mais aussi durant la guerre froide, ils ont supporté plusieurs modernisations ambitieuses, dont l'ajout de ponts d'envol inclinés. Et ce n'est vraiment qu'au milieu de la guerre froide que la taille et le poids des chasseurs à réaction moderne ont dépassé tout espoir réaliste de voir ces navires continuer à servir en première ligne. La classe fut majoritairement désarmée à la fin des années 60 et début 70, sauf le Lexington, utilisé comme porte-avions d'entraînement jusqu'en 1991. 5 navires survivraient jusqu'au XXIe siècle. Le Yorktown est presque immédiatement devenu un navire musée. Après leur retraite, l'Intrepid et le Hornet ont séjourné dans la réserve avant d'être préservés comme navire musée. Et le Lexington a été transféré en tant que navire musée presque immédiatement après son désarmement. L'autre survivant au début du XXIe siècle était l'Ariskin, qui a ensuite été baladée d'un projet à l'autre pour divers usages proposés. Mais elle a finalement été coulée comme récif artificiel en 2005, mais presque aussitôt que les premiers croquis de conception de ce qui allait devenir la classe Essex ont été réalisés, la marine américaine travaillait déjà sur leurs successeurs, les Midways. Cela était en grande partie parce qu'il était plus facile et plus rapide de construire les Essex, mais il restait tout de même une conception itérative dans une certaine mesure, comme nous venons de le discuter. Mais avec ce programme en cours, la marine américaine a vu une opportunité de repartir de zéro avec une conception totalement détachée des concepts d'avant-guerre. Cela permettrait d'intégrer certains développements de la guerre aérienne survenus fin 1930 et début 1940, mais qui pourraient aussi tenir compte de l'expérience des opérations de porte-avions en temps de guerre que la marine américaine avait à l'époque. Le programme de la classe Midway a commencé à prendre de l'ampleur sans avoir réellement besoin d'être en guerre, grâce aux observateurs placés dans la Royal Navy, qui, bien sûr, accumulaient énormément d'expérience opérationnelle en matière de porte-avions en temps de guerre, et était heureuse de partager ce qu'elle avait, principalement en échange d'espace dans les chantiers navals pour réparer les navires endommagés, ce qui, bien sûr, a permis aux États-Unis d'examiner de près ces navires afin d'en tirer encore plus de leçons. Tout cela ajouté aux bonnes performances des bombardiers en piqué lors de la campagne de Norvège, même le Skua, et à leur utilisation encore efficace, surtout par la Luftwaffe en Méditerranée. Ajouter un certain nombre de scénarios similaires qui s'étaient déroulés lors des exercices Fleet Problems de la marine américaine, et tout cela a conduit à l'idée qu'un pont d'envol blindé était la voie à suivre. Nous avons déjà expliqué pourquoi ils n'ont pas choisi cette option pour la classe Essex, mais avec ce nouveau design, la marine américaine a décidé qu'elle voulait conserver la capacité de chauffer les avions alors qu'ils étaient encore dans le hangar, et elle était quelque peu déçue par les contraintes de hauteur et de capacité du hangar des porte-avions britanniques. Ils ont vu arriver à leur quai des navires avec des flancs blindés et un pont d'envol blindé, et ils ont donc choisi de conserver leur hangar ouvert, mais avec le pont d'envol blindé ajouté au-dessus. Comme un chapeau particulièrement lourd mais élégant, ils ont brièvement envisagé d'installer plusieurs ponts blindés plus fins, ce qui aurait aidé un peu à la stabilité. La justification de cela était la suivante. Un pont d'envol blindé mince déclencherait au moins le détonateur d'une bombe, qui exploserait alors relativement haut dans le navire, et les ponts blindés inférieurs pourraient alors bloquer les fragments entrants. Mais finalement, ils ont décidé qu'un ennemi, qui changerait simplement le détonateur de ses bombes perforantes pour un délai légèrement plus long, déjouerait cette protection, puisque la bombe perforante lourde traverserait simplement plusieurs ponts minces. Dans ce cas, et même dans des circonstances idéales, vous auriez quand même une bombe relativement grosse qui exploserait probablement dans le hangar, ce qui n'était pas idéal. Et donc, un seul pont lourd en haut a été choisi, avec l'idée d'arrêter complètement les bombes à l'extérieur du navire. Mais, en revenant à la pensée du début des années 1920, le sort de Mademoiselle Glorieuse, abattue par les deux Scharnhorst, semblait l'indiquer. Peut-être devrait-il remettre des canons de 8 pouces sur le porte-avions,
un peu comme les Lexington en avaient reporté au départ. L'idée étant que si les porte-avions étaient alors utilisés pour attaquer les lignes de ravitaillement et les forces ennemies avec relativement peu d'escorte, à ce moment-là, la plupart des cuirassés rapides n'étaient pas encore en service. Ils pouvaient donc se défendre contre une riposte ennemie de croiseurs. Et en dessous, avec des tirs d'artillerie lourdes, ils ont également envisagé de développer un canon de 152 mm à double usage pour cet objectif. Cependant, des rapports sur l'efficacité du radar commençaient à arriver du théâtre européen. En parallèle, un nouveau canon de 127 mm calibre 54 offrirait une puissance de feu accrue à longue portée contre avions et navires. Le défaut du canon de 127 Medellem 38 a peu à peu diminué le besoin d'un calibre supérieur, puisqu'avec un bon radar monté en hauteur, vous pourriez repérer les croiseurs lourds ennemis suffisamment tôt pour commencer à accélérer et tenter de vous échapper. Ensuite, vous pourriez juste utiliser vos avions pour régler ça. Il ne resterait alors que des actions de surface avec des destroyers rapides, plus difficiles à détecter. Cela resterait une préoccupation et un obus de 5 pouces serait parfaitement adapté pour s'en occuper. Parmi les 9 conceptions considérées comme CVE, à ne pas confondre avec la désignation de porte-avions d'escorte, c'est le porte-avions d'escorte qui a été choisi pour aller de l'avant. Cette conception déplaçait 45 000 tonnes, atteignait 33 nœuds, avait un pont d'envol blindé de 35 pouces et une batterie antiaérienne de canons de 5 pouces et 40 mm avec un groupe aérien de 120 appareils, bien qu'on prévoyait que ce nombre tomberait à environ 80 à 90 lorsque des avions plus gros entreraient en service. Assez curieusement, en raison d'un héritage de la brève expérience avec les canons de 8 pouces, il possédait en réalité une 76 pouces d'épaisseur, ce qui consommait énormément de poids. Le design mesurait un peu plus de 900 pieds de long à la ligne de flottaison, ce qui les rendait plus grands même que les cuirassés de la classe Iowa. En 1942, le design a été révisé car la construction a été interrompue. À ce moment, un débat opposait l'autorisation de grands porte-avions à celle de nombreux porte-avions d'escorte cette année-là. Et cela a heureusement entraîné la suppression de cette ceinture de blindage ridicule, ainsi que l'installation de plus de canons antiaériens légers sous forme d'organes de 20 mm en plus d'un renforcement de l'armement Bofors de 40 mm, et l'adoption de nombreux canons de 5 pouces 54, c'est cette version révisée qui fut finalement autorisée à la fin de 1942 avec 2 navires approuvés pour la pose de la quille et un 3e navire ajouté en mai 1943. La première paire devait s'appeler Midway et Mer de Corail, selon la politique de la marine américaine qui nommait les porte-avions d'après des batailles. Mais vers le moment où la mer de Corail fut lancée, au début de 1945, le président Roosevelt, de façon assez inopportune et sans considération, est décédé. Son successeur, le président Truman, a renommé le navire United States Ship Franklin D. Roosevelt, lançant ainsi une nouvelle tradition de nommage des porte-avions américains. Le nom mer de Corail a alors simplement été reporté sur le 3e navire. Les 2 premiers navires avaient des îlots relativement petits, mais cela a suscité beaucoup de critiques négatives. Ainsi, le nouveau mer de Corail, mis en service à la fin de 1947, pouvait d'abord se distinguer de ses navires jumeaux par la présence d'un îlot beaucoup plus grand. Les 3 navires connaîtront tous des histoires longues et intéressantes durant la guerre froide, avec d'importantes modifications. Midway est le seul survivant des 3 désormais navire-musée à San Diego dans sa forme très modifiée de la fin de la guerre froide. Et cela nous amène aux Britanniques. À la fin des années 1930, l'amirauté avait remarqué les porte-avions en construction ailleurs et s'était rendu compte que, aussi bien protégée que soit la classe Illustrious, leurs groupes aériens étaient un peu insuffisants comparés à certains de ces autres navires. Cela avait conduit à la construction du 4e navire de la classe, l'Indomitable, selon un design légèrement modifié qui augmentait la taille du groupe aérien grâce à un double hangar. Initialement, 6 navires de la classe Illustrious devaient être construits en 3 paires, mais pour la 3e, ils ont noté que le système des traités n'existait plus. Alors construisons un nouveau type de navire, même si, pour accélérer la construction, il faudra reprendre quelques éléments de conception. Ces 2 navires serait nommé implacable et infatigable, et le cahier des charges initial prévoyait le même pont d'envol blindé.
Mais la capacité du groupe aérien devait passer de 36 à 54 appareils, sans compter le stationnement sur le pont, et la vitesse maximale devait augmenter de 30 à 32 nœuds, peut-être 35 si possible, et d'une certaine manière, ou plus optimiste encore, une demande de limiter le déplacement à 23 000 tonnes pour des raisons de coût. Mais bon, il est vite devenu évident que cela n'allait pas arriver, et donc la coque a été allongée. La configuration à 3 arbres a été portée à 4 et un plus grand entonnoir, dû au besoin de plus de chaudière pour une puissance accrue, a entraîné une île plus grande. Mais les navires venaient à peine de commencer leur construction lorsque la guerre a éclaté, suivie d'une longue file de navires endommagés par la guerre. Il faut aussi réorienter la main-d'œuvre des chantiers navals vers la construction rapide d'escortes et d'autres navires pour renforcer la flotte en urgence. L'élément de protection des convois de la Royal Navy signifiait que la construction de ces navires a été interrompue presque aussitôt qu'elle avait commencé. Cette pause a entraîné des modifications beaucoup plus importantes. Le pont d'envol a été élargi. La batterie anti-aérienne, composée de canons de 45 pouces, a été intégrée au niveau du pont d'envol afin de réduire son impact sur les opérations aériennes. Les ascenseurs pour avions ont été renforcés et une première forme de catapulte a été installée pour lancer des avions légèrement en surcharge. Les mers agitées de l'Atlantique Nord et de la mer du Nord faisaient que la Royal Navy hésitait à stationner des avions sur le pont. Il a été décidé de prévoir une solution au cas où cela deviendrait nécessaire et une série de pylônes en porte-à-faux ont donc été installés. Cela permettait de stocker un avion à roulette de queue avec seulement les roues avant touchant le pont d'envol et une bonne partie de l'appareil dépassant au-dessus de la mer, ce qui minimiserait l'impact d'un parc d'appareils sur l'espace opérationnel du pont d'envol. Une demande pour un blindage de cloisons de hangar légèrement renforcé ainsi que l'abandon de l'idée de transporter des hydravions signifiait qu'une décision devait être prise. Le plan initial prévoyait un double hangar, l'un de 14 pieds de haut au-dessus et l'autre de 16 pieds en dessous. Avec ces modifications, vous pouviez abaisser le hangar de 16 à 14 pieds pour l'aligner sur celui du dessus. Ou bien combiner les deux hangars en un seul, très haut, de style américain, ce qui permettrait de stocker certains avions au plafond. Pour anticiper l'avenir des navires, 2 hangars de 14 pieds de haut ont été choisis plutôt qu'un seul grand hangar. Le blindage du pont d'envol de 3 pouces et la batterie anti-aérienne lourde de 45 pouces. Il y avait également une importante batterie de 40 mm, donnant un 44 canons avec des pom-poms quadruples supplémentaires et jusqu'à 60 orlicons de 20 mm ajoutés à l'armement pendant la construction des navires. En raison de ces premiers retards, les navires n'ont en fait été lancés qu'à la fin de 1942 et n'ont été mis en service qu'au milieu de 1944. Ainsi, ils n'ont servi que brièvement pendant la guerre, quelques opérations près de la Norvège, puis un déploiement dans la flotte britannique du Pacifique. Avec le stationnement sur le pont, ils pouvaient faire fonctionner 70 à 80 avions simultanément. Cependant, comme les provisions de carburant et de munitions étaient basées uniquement sur le nombre d'avions qu'ils pouvaient stocker dans leur hangar, ils avaient besoin d'être ravitaillés assez régulièrement. Lors de ces opérations, le hangar inférieur servait surtout d'atelier, tandis que les avions étaient stockés sur le pont et dans le hangar supérieur. Un porte-avions d'escorte était attaché à chaque indefatigable, permettant de compléter ou remplacer les avions endommagés ou détruits assez rapidement. Bien qu'ils aient été capables d'opérer la plupart des types d'avions pendant la Seconde Guerre mondiale, la décision d'avoir 2 hangars relativement courts au lieu d'un seul grand s'est retournée contre les 2 navires juste après la guerre, car les nouveaux avions à réaction et la dernière génération d'avions à hélice étaient considérablement plus grands, et à part le Sea Vampire, relativement petit, ils ne rentraient tout simplement pas. Après un service assez court, les 2 navires furent désarmés fin des années 1940. Il a été décidé de les moderniser entièrement en ajoutant des ponts d'envol obliques et en reconstruisant les hangars en un seul, plus grand et plus haut, ce qui aurait sans doute dû être fait dès le début. Mais le Trésor a décidé, dans sa grande sagesse, qu'il allait essayer un programme de refonte générale similaire à ce qu'il voulait faire avec les Indéfatigables. Pour le plus petit, le Victorious Ier, cela aurait été bâclé et le Victorious épuisé. Le budget de modernisation initialement prévu pour 3 porte-avions,
Ainsi, l'Infatigable et l'Implacable seraient retirés du service et envoyés à la casse, sans être réaménagés. Dans les années 50, l'autre grand programme de porte-avions de la Royal Navy, ayant abouti à des navires en service durant la Seconde Guerre mondiale, était celui des porte-avions légers de 1942, divisés en 3 classes distinctes. Les Américains ont retenu de la campagne de Norvège l'importance des bombardiers en piqué, tandis que la Royal Navy a surtout retenu la valeur de la haute performance. Des chasseurs étaient absolument nécessaires pour couvrir la flotte. Mais il y avait un nombre limité de grands porte-avions, et ceux en construction mettraient du temps à entrer en service. Quelqu'un a suggéré de transformer les King George V en porte-avions de combat, mais cette idée a vite été rejetée et la conversion abandonnée. Les grands navires, comme les paquebots ou peut-être les croiseurs, ont également été écartés, car les croiseurs étaient nécessaires ailleurs pour protéger les navires marchands et combattre les Italiens, et les navires marchands étaient indispensables pour transporter des personnes et du fret dans les convois. De plus, la plupart des navires marchands disponibles ne dépassaient pas 20 nœuds, les rendant incapables de suivre les formations de la flotte. Il y avait également une inquiétude. Si l'on devait dupliquer le personnel et l'équipement sur plusieurs coques très petites, capables d'opérer seulement 1 ou 2 escadrilles chacune, cela serait inefficace comparé à un nombre plus réduit de navires, mais légèrement plus grand. Ainsi, en 1941, cet ensemble de besoins contradictoires avait, il faut le reconnaître, rapidement évolué vers ce que l'on appelait vaguement dans le jargon de la Royal Navy un destroyer porte-avions. Heureusement, il ne s'agissait pas d'un destroyer affublé d'un chasseur embarqué triste et inadapté, mais plutôt d'une désignation de nom dans la même veine que le Torpedo Boat Destroyer à la fin des années 1800 et au début des années 1900, c'est-à-dire c'était un navire dédié à la destruction des avions ennemis plutôt qu'à toute autre tâche. Mais quelqu'un s'est très vite rendu compte qu'il y avait beaucoup de potentiel de confusion avec ce nom, et le projet a été rebaptisé assez rapidement en porte-avions de chasse, ce qui était un peu plus explicite. L'idée était qu'un navire de ce type puisse suivre la flotte qui avançait à vitesse de croisière, faire fonctionner un groupe aérien composé uniquement de chasseurs et ainsi en exploiter un nombre assez important. Les chasseurs, plus petits que les avions d'attaque, et l'exclusivité de leur utilisation évitaient des aménagements complexes pour les soutes à munitions, avec des bombes, des roquettes, des torpilles et des munitions de canons et de mitrailleuses. Ils n'auraient besoin que de carburant pour chasseurs et de quelques munitions de mitrailleuses, ou peut-être de munitions de canons à mesure que de nouveaux chasseurs entraient en service. Un navire aussi basique serait également plus rapide et plus efficace à concevoir et à construire à partir de zéro. Plutôt que de prendre un croiseur Kunti en parfait état, d'enlever sa superstructure pour obtenir un navire avec seulement la moitié de la capacité d'emport de chasseurs. La première conception conforme à ce cahier des charges a été proposée début 1942, donnant naissance au programme de porte-avions léger de 1942. Le navire initial était relativement peu ambitieux. Le navire avait un pont d'envol de 600 pieds, 15 chasseurs dans un hangar si bas que leurs antennes touchaient, et une vitesse maximale de 25 nœuds. On trouvait aussi quelques canons anti-aériens de 4 pouces et des armes plus petites. Mais ceux-ci furent rapidement supprimés pour permettre l'ajout d'un pont d'envol plus long, et donc seulement des canons légers et moyens A, ce qui anticipait l'arrivée de chasseurs plus récents et plus performants. La Royal Navy était tellement surchargée à ce stade avec divers travaux que ce plan de base fut envoyé à Vickers avec une demande de le réviser pour en faire un design final. Ils sont revenus avec beaucoup de modifications. Le pont d'envol a été porté à environ 690 pieds. La hauteur du hangar est passée d'un plafond d'appareil frôlant les 14,5 pieds à une hauteur plutôt généreuse de 17 pieds et demi, et en utilisant l'espace libéré par la spécialisation chasseur et la coque désormais agrandie. On a ajouté plus de réservoirs de carburant, ce qui donnerait au navire environ un tiers de la capacité en carburant d'un type Essex. Alors qu'en théorie, il n'était censé soutenir qu'un groupe aérien d'un sixième de cette taille. En mars 1942, la conception était considérée comme terminée et les navires commencèrent à être commandés. Au total, 16 avaient été commandés en septembre, dont 2 allaient être convertis en porte-avions de maintenance pendant leur construction, et les 6 derniers seraient achevés selon une conception révisée. Ceux-ci seraient appelés Class Majestic, tandis que les navires de la version originale seraient nommés Class Colossus.
La centrale était simple. Ils ont pris celle d'un croiseur de classe Fiji, l'ont divisée et installée sur 2 navires. Ainsi, chaque navire aurait 2 hélices et une vitesse maximale d'environ 25 nœuds. On s'est aperçu qu'avec cette version agrandie du design Vickers, il pouvait embarquer bien plus que 15 chasseurs. Un groupe de 40 à 50 appareils était possible. Ce qui était en fait plus que la capacité théorique d'un porte-avions de la classe Illustrious qui n'utilisait pas le stationnement sur le pont. Bien que le déplacement standard ne soit qu'un peu supérieur à 13 000 tonnes, soit environ 10 000 tonnes de moins que la classe Illustrious. Cela s'expliquait notamment par l'absence de blindage, sauf contre les éclats, une machinerie réduite et une vitesse plus basse. Donc, ce que vous aviez, c'était un navire qui, tant que vous ne laissiez rien le frapper particulièrement fort, était en fait un porte-avions très performant, opérant un groupe aérien utile, et son temps de construction était à peine supérieur à celui d'un grand destroyer, et même plus court que celui d'un croiseur. Ainsi, ils ont décidé de réintégrer des soutes à bombes et à torpilles afin de leur permettre d'opérer toute la gamme d'aéronefs. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la classe Colossus était équipée de 21 chasseurs Corsair et 18 avions d'attaque Barracuda capables de bombardement en piqué et d'attaque à la torpille. Le Colossus, le Glory, le Vénérable, le Vengeance et le Pioneer, navires de maintenance, ont à peine atteint le Pacifique à temps pour être considérés comme ayant participé à la Seconde Guerre mondiale. Tous les autres navires sont arrivés après la guerre. Ils n'étaient censés durer que quelques années, jusqu'à la fin du conflit, ou un impact direct de bombes. Ils sont en fait devenus certains des porte-avions les plus larges et les plus longtemps en service de tous les temps, plusieurs d'entre eux ayant servi au cours de leur carrière, avec la Royal Navy, mais aussi les Marines françaises, néerlandaises, argentines, australiennes, brésiliennes, canadiennes et indiennes. 2 d'entre eux, le Vengeance et l'Hercule, ont survécu jusqu'au XXIe siècle sous les noms de Minas Gerais au Brésil et Vikran en Inde, respectivement. Les Majestic se différenciaient des Colossus par un pont d'envol renforcé, des ascenseurs plus puissants pour des avions récents et lourds, et une capacité de carburant accrue. Ils proposaient un hébergement un peu amélioré, avec même une climatisation limitée, mais conservaient le même design de base. L'année suivante, l'amirauté prévoyait simplement de commander plus de porte-avions classe Majestic. Mais ce type représentait à peu près la limite de ce que l'on pouvait accomplir avec le design original de Vickers. Et on pensait, de façon assez intuitive, que les avions allaient devenir encore plus lourds, et particulièrement plus lourds que ce que le design de 1942 pouvait raisonnablement permettre d'accueillir. Une conception révisée était donc nécessaire. La coque a été agrandie pour accueillir les avions plus gros prévus, sans compromettre la taille du groupe aérien. Le pont d'envol a de nouveau été renforcé pour supporter un avion pesant jusqu'à 135 tonnes, et avec une coque de taille accrue, vous auriez également une plus grande capacité de munitions, puisque bien sûr un avion plus récent, plus grand et plus puissant serait capable de transporter plus d'armes et des armes plus grandes. Et pour déplacer tout cela, il fallait plus de machines, et donc une centrale électrique différente a été adoptée. Ici, seule la moitié de la centrale électrique des porte-avions classe Audacious, que nous aborderons après, a été utilisée. Cela a permis à la nouvelle conception d'atteindre un peu plus de 28 nœuds. Cela a fini par créer un porte-avions léger qui était en fait légèrement plus grand en dimension globale qu'un porte-avions de la classe Illustrious, bien qu'il déplaçât environ 500 tonnes de moins. Avec cette capacité est venue la prise de conscience de la nécessité d'au moins une certaine protection. Subdivision interne étendue et protection contre les éclats assurés. Et un pouce d'acier a été ajouté au pont d'envol, ce qui offrait une protection au moins contre les armes explosives, tout en contribuant également au renforcement global du système du pont d'envol. 8 navires de la nouvelle classe baptisée Centaur ont été commandés dans l'intention qu'ils fassent partie d'une nouvelle flotte de porte-avions aux côtés de la classe Malta, car la classe Audacious était déjà réduite au profit des nouveaux grands Malta. Cependant, avec l'annulation ultérieure de la classe Malta et la fin de la guerre, 4 des 8 navires ont été annulés, ne laissant que le Centaur, l'Albion, le Bulwark et l'Hermès à terminer.
Le dernier d'entre eux portait à l'origine le nom d'éléphant, mais il a ensuite été renommé alors qu'il était encore sur cale, lorsque l'Hermès d'origine, qui était censé être le navire de tête, a été annulé. Il avait été nommé en l'honneur du premier vrai porte-avions de la Royal Navy, le His Majesty's Ship Hermès, perdu au début de la guerre. Bien qu'on s'attendait à ce qu'ils servent après la guerre, ces navires allaient finalement avoir une carrière bien plus longue que ce que la Royal Navy pensait possible. Le Centaure et l'Albion ont duré jusqu'aux années 1970, le Bulwark a tout juste atteint les années 1980 et l'Hermès, bien sûr, a combattu de façon célèbre lors de la guerre des Malouines avant d'être vendu à l'Inde à la fin des années 1980, devenant le Vira qui n'a été envoyé à la casse qu'il y a une demi-décennie. Au moment où cette vidéo est publiée, les derniers porte-avions de flotte construits par la Royal Navy pendant la Seconde Guerre mondiale, bien qu'inachevés, étaient de la classe Audacious. Maintenant, quelque chose que les gens n'apprécient pas forcément toujours à propos de la classe Audacious, c'est que ce sont en fait l'équivalent des Essex de la Royal Navy, car le développement des porte-avions américains et britanniques avait tendance à être légèrement décalé. Par exemple, la Royal Navy a construit l'Ark Royal, puis la marine américaine les Yorktowns peu après. La Royal Navy a construit les Illustrious, les Implacables, suivis des Essex, puis des Audacious. Ils ont légèrement suivi les Essex, les classes Essex et Audacious représentant les premières tentatives respectives de chaque marine pour des porte-avions non limités par les traités. La classe Audacious provient du programme de construction de 1940 qui a permis aux deux navires de la classe Implacable d'évoluer depuis la classe Illustrious. Le programme prévoyait un troisième navire en 1941 et comme il y avait un peu plus de temps disponible, ils ont décidé que, puisque les Implacables étaient en quelque sorte une itération des Illustrious, eh bien pourquoi ne pas aller encore plus loin avec ce nouveau bâtiment? Mais lorsque 1941 arriva, il était assez clair que le travail accompli avait essentiellement abouti à la création d'une toute nouvelle classe et d'un nouveau design détaillé. Le projet initial d'un Implacable, légèrement agrandi avec un pont blindé de 10 cm et 2 hangars, a été abandonné au profit d'un tout nouveau design. Alors que les Implacables avaient été conçus autour du poids maximal d'un bombardier torpilleur Albuquerque entièrement chargé. Les nouveaux porte-avions ont été conçus avec l'idée que l'ascenseur devrait pouvoir supporter un avion pesant autant que 2 Avenger entièrement chargés. Et en parlant de l'Avenger, la connaissance de l'existence de cet avion américain et le fait que la Royal Navy allait bientôt en acheter signifiait que la hauteur du hangar devait être spécifiée comme étant considérablement plus élevée, atteignant les 17,5 pieds que l'on trouvait sur les porte-avions américains de l'époque, contrairement aux 14 pieds qui avaient été acceptés sur les Implacables. Fait remarquable, malgré la hauteur accrue du hangar, ils ont gardé la configuration à double hangar. Le navire atteignait ainsi environ 38 000 tonnes de déplacement standard et près de 50 000 tonnes en pleine charge. Le hangar supérieur faisait environ 400 pieds de long sur un pont d'envol de 800 pieds, tandis que le hangar inférieur mesurait 172 pieds. 4 navires furent mis sur cale fin 1942. Les pénuries en temps de guerre et la priorité aux porte-avions légers plus rapides à construire ont retardé le lancement de la première coque jusqu'en 1946. Ainsi, aucun de ces navires ne participa à la Seconde Guerre mondiale, bien que 4 aient été spécifiés. Les spécifications de la classe Malta, plus grande, arrivée peu après la pose de la quille du premier Audacious, ont conduit à recommander le dernier navire de cette classe, le His Majesty's Ship Africa, comme porte-avions de classe Malta. Et ensuite, en raison des pertes de porte-avions de la Royal Navy durant la première moitié de la guerre, les noms prévus pour les navires ont été échangés. Ainsi, la Royal Navy n'a en fait jamais eu le His Majesty's Ship Audacious tel qu'il a été lancé, car il a été renommé Eagle avant sa mise en service. Le deuxième navire a été nommé d'après le His Majesty's Ship Ark Royal perdu et le troisième bâtiment, qui devait désormais être l'Audacious, a été annulé au début de 1946. En raison de leur longue période de construction, un certain nombre de leçons tirées de la guerre ont été intégrées, comme le déplacement des ascenseurs, afin de permettre qu'une section distincte du hangar soit utilisée comme zone de maintenance sans gêner le déplacement des avions vers le pont d'envol. Bien sûr, des radars supplémentaires et encore plus de canons antiaériens ont également été installés. Comme les classes Essex et Midway,
il pouvait initialement opérer plus de 100 avions, du moins en théorie, selon la composition du groupe aérien. Cependant, lors de leur mise en service, l'arrivée d'avions plus récents et plus grands a réduit ce nombre à environ 80. Cette tendance s'est poursuivie pendant la guerre froide, réduisant le groupe aérien à 60, puis 50, puis 38, au moment où ils utilisaient des F-4 Phantom. Grâce au fait que les deux coques ont été achevées après la Seconde Guerre mondiale, l'Eagle, le premier à être terminé, a été le seul à être réellement achevé avec un pont d'envol droit. La conception du pont correspondait globalement au projet initial, alors que l'Ark Royal a été retardé après la guerre puis largement modifié. Et donc, lorsqu'elle a finalement été achevée, elle est devenue le premier porte-avions au monde terminé avec un pont d'envol oblique. Au lieu d'en être équipé lors d'une refonte, l'Eagle serait modernisé au début de la guerre froide, dépassant ainsi l'Ark Royal. Mais il était prévu de les remplacer toutes les deux par les porte-avions de la classe porte-avions d'attaque 0-1, mais ceux-ci ont ensuite été annulés, ce qui a signifié que l'Ark Royal, à son tour, devait être modernisé. Ce qui, assez ironiquement, avec la mutilation de 2 croiseurs de classe Tiger, a finalement coûté au Trésor plus cher que s'ils avaient simplement construit les 2 porte-avions d'attaque 0-1 dès le départ. L'Eagle n'a pas été modernisé et a été retiré en 1972 pour fournir des pièces à son navire jumeau, envoyé à la casse. 6 ans plus tard, l'Ark Royal resta en service jusqu'à la fin des années 70, puis fut vendu à la ferraille en 1980. Cela nous amène au dernier navire que nous allons examiner. La classe Malta, comme la classe Audacious, est l'équivalent britannique de la classe Essex. Du moins en termes de conception contemporaine, la classe Malta était à peu près contemporaine de la classe Midway. Alors que le programme de construction de porte-avions de la Royal Navy en milieu de guerre était dominé par les programmes Audacious et Light Fleet Carrier, on s'est rapidement rendu compte que des navires plus grands seraient probablement nécessaires à l'avenir. En 1943, la conception finale d'une nouvelle génération de porte-avions de flotte a débuté. L'urgence était telle que 4 navires, le Malta, le Gibraltar, le Nouvelle-Zélande et l'Afrique, classe Audacious réorganisée, furent commandés fin 1943. Les matériaux devaient être rassemblés immédiatement, malgré le fait que la conception finale n'avait pas encore réellement été achevée. Cela était en grande partie dû à un débat sur le type de pont d'envol à adopter. Avez-vous suivi la pratique précédente de la Royal Navy, à savoir un hangar blindé fermé avec le blindage sur le pont d'envol? Avez-vous opté pour une approche avec un pont d'envol blindé, mais avec des côtés ouverts, ce qui correspond davantage à la pratique américaine? Ou avez-vous choisi le style américain, comme on le voit sur les Essex, avec tout le blindage s'arrêtant au niveau du pont du hangar? Le premier des soi-disant projets finaux, le projet X, était en fait un peu plus grand que les Midway avec environ 60 000 tonnes, mais possédait un pont d'envol non blindé de style Essex, mais un pont de hangar très épais et blindé. Il cherchait aussi à profiter des 2 avantages en installant un hangar fermé à l'avant pour bloquer la mer. Mais l'arrière était ouvert pour réchauffer les avions avant de les envoyer sur le pont. Un aspect notable des dernières révisions de conception était que la Royal Navy construisait auparavant ses porte-avions selon ce qu'elle jugeait être le meilleur compromis entre taille et coût. Et ensuite, les spécifications des avions étaient établies pour s'adapter aux porte-avions. Alors que les Malta étaient conçus autour d'un avion d'attaque hypothétique de 30 000 livres à long rayon d'action, et donc le porte-avions devait s'adapter à l'avion et non l'inverse. Mais le design X était considéré comme un peu trop long pour la majorité des cales sèches de la Royal Navy sans travaux d'agrandissement importants. Et donc le X1 a été préparé seulement légèrement plus petit avec une longueur de 897 pieds. Le hangar mesurait 175 pieds de haut, comme sur la classe Audacious. Il a finalement été choisi un long hangar plutôt qu'un hangar supérieur un peu plus court et un hangar inférieur très court. À ce stade, les expériences des porte-avions britanniques et américains contre les kamikazes fin 1944 début 1945 étaient évidentes. Et il y a eu un changement soudain dans les choix de conception, avec un retour de l'accent sur la nécessité d'avoir un pont d'envol blindé. Mais comme tout le programme avait déjà pris du retard, il a été décidé de lancer la construction des 2 premiers porte-avions. On espérait revoir la conception des 2 porte-avions suivants, puis utiliser ces révisions pour éventuellement modifier les 2 premiers pendant leur construction. Avec un groupe aérien prévu de 108 nouveaux avions à réaction améliorée et d'avions à hélice de dernière génération,
Le projet a été annulé fin 1945 dans le cadre des mesures d'austérité d'après-guerre, l'amirauté ayant été convaincue que les implacables Illustrious et Audacious pouvaient être modifiés relativement facilement pour accueillir les nouveaux avions à réaction et intégrer des ponts d'envol obliques. C'était d'autant plus intéressant que les implacables étaient âgés de quelques années seulement et que les Audacious n'étaient même pas encore achevés. Mais il s'est avéré que c'était l'une des hypothèses les plus erronées de l'histoire de la construction navale. Et avec le recul, il s'avère en fait que le fait de simplement mettre à la casse ces 3 classes entièrement et de construire les 4 Malta à la place aurait été préférable. Le nouveau design du pont d'envol blindé aurait donné à la Royal Navy une flotte de porte-avions plus performante et moins coûteuse à l'entrée de la guerre froide. Étant donné ce qui est arrivé aux Audacious, il est très probable que le design final révisé du pont d'envol blindé aurait été élaboré, avec probablement tous les navires en attente à la fin des années 1940, achevés à la fin des années 40 et au début des années 50, et donc probablement terminés comme l'Arc Royal l'a été historiquement, avec des ponts d'envol obliques dès le départ. Et cela, bien sûr, aurait évité le fiasco de la refonte du Victorious. Cela aurait aussi sans doute rendu inutile le programme porte-avions d'attaque 01 dans les années 1960. Cela aurait peut-être permis à de grands groupes aériens de la Royal Navy de rester opérationnels jusqu'aux années 1980, avec d'éventuelles répercussions pour une classe successeur à la fin de la guerre froide, mais nous ne le saurons jamais. Et sur ce, nous concluons notre vidéo assez exhaustive sur les conceptions de porte-avions de la Seconde Guerre mondiale. Merci beaucoup de votre écoute.